Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous emmène maintenant en Haute-Ardèche, près des sources de la Loire, pour vous présenter un travail pluridisciplinaire que j'ai eu la chance d'orchestrer durant mon travail de thèse. Alors, dans le cadre de cette session, cette communication va cibler les données paléoécologiques enregistrées par la séquence sédimentaire de l'anarse du Béage au cours du Tardiglaciaire et de l'Holocène ancien. Alors, ce travail a été financé par le projet AGES, associant géomorphologues, paléoécologues et archéologues sur le haut bassin versant de la Loire. Les objectifs étaient en fait de reconstituer les évolutions des écosystèmes, en particulier des zones humides du plateau du Béage depuis le Tardiglaciaire, avec un focus paléoécologique, en particulier sur l'analyse des macrorestes végétaux, la palynologie et l'étude des diatomées. Donc, au sein de cette étude ont également été incorporées les données sédimentologiques et physico-chimiques déjà acquises auparavant et publiées afin de reconstituer, donc, avec cette approche multiproxy globale, l'évolution des niveaux d'eau, du niveau d'acidité et du taux de matière organique au cours du temps. Le secteur étudié se trouve dans le haut bassin de la Loire, en Velay en particulier, où le socle granitique fracturé a permis plusieurs phases de remontée de lave basiques et acides qui ont édifié les différents plateaux du Velay occidental et du Velay oriental. Les explosions les plus récentes ont créé de véritables cratères de mares qui se sont comblés au fur et à mesure et ont permis d'enregistrer de véritables archives sédimentaires qui sont connues depuis longtemps et qui ont notamment été étudiées en détail par les équipes du laboratoire de Marseille pour reconstituer les évolutions paléoclimatiques régionales et plus larges même. Alors nous sommes plutôt intéressés à la petite dépression de l'anarse du Béage. Donc vous avez ici un petit peu tous les sites paléoécologiques qui ont été étudiés dans cette région du Velay et la dépression de l'anarse du Béage qui se trouve elle un petit peu plus au sud-est. Voilà que nous allons présenter. Elle a été découverte et sondée à partir de 2012. L'anarse du Béage, c'est une zone humide, levée dans une petite dépression à 1200 mètres d'altitude, comme vous pouvez le voir ici. Je pense que on va se méfier, mais voilà. Okay. Donc une petite dépression qui est entourée en fait de deux coulées basaltiques ici et qui se trouvent sur les flancs du volcan de Cherchemus. Alors pour comprendre un petit peu le remplissage sédimentaire de cette dépression, nous avons réalisé plusieurs profils de résistivité électrique ainsi que des profils de sondage à la barre et des carottages. Et comme vous pouvez le voir ici, les premières interprétations laissent penser qu'en fait les formations à blocs qui se trouvent sur les côtés se trouvent également au fond de la zone humide. Et lors des carottages, nous avons effectivement bloqué sur des blocs à différents endroits. Par la suite, les séquences sédimentaires sont formées d'une succession d'argiles minérales lacustres et donc de 6,45 m jusqu'à 2,5 à 2 mètres de profondeur, puis le sommet est constitué de tourbes. Ces carottages ont été échantillonnés en laboratoire et étudiés, donc, notamment par la palynologie a été réalisée par Benjamin Dietre et la diatomologie par Karen Serrier-Sol à partir d'1 cm3 de sédiments, en suivant les traitements chimiques classiques pour ces deux types d'études. Et pour ma part, j'ai réalisé l'étude des macrorestes végétaux, alors qui nécessitent un petit peu plus de matière, 15 à 25 cm3 de sédiments organiques qui ont été tamisés sous un fin filet d'eau et identifiés à l'aide de collections de références et de publications spécialisées. Alors, toutes ces données paléo-botaniques et paléoécologiques ont été moulinées ensuite à l'aide d'analyses statistiques pour faire ressortir les assemblages écologiques pertinents au cours du temps. À ces données s'ajoutent, alors oui, elle a disparu, les données, c'est donc déjà les données granulométriques, granulométrie laser, les données du taux de matière organique et de géochimie qui avaient été acquises auparavant.
Toutes ces analyses reposent sur une batterie de datation par le carbone 14, que vous pouvez voir ici, avec les deux carottages principaux étudiés, la carotte A, qui a été le support des analyses paléoécologiques, qui nécessitent beaucoup de matériel sédimentaire, et la carotte D, qui a été le support des analyses sédimentologiques. Comme vous pouvez le voir, ces carottages présentent des similitudes, en particulier une accumulation lacustre qui débute au Tardi glaciaire et qui en fait devient une accumulation tourbeuse seulement à partir de la seconde moitié du Préboréal. On remarquera que la carotte D présente une chronologie un petit peu plus ancienne, jusqu'à 18 000 ans, en raison de sa localisation en fait dans le bassin versant, car la carotte D a été prélevée près de l'exutoire du bassin versant, c'est-à-dire là où la sédimentation lacustre a commencé, ici en fonction de la topographie locale. Tandis que la carotte A, elle, a été prélevée un petit peu plus en amont du bassin versant. Alors, d'après l'étude des diatomées, les premiers dépôts s'effectuent dans un milieu lacustre très peu profond. En fait, on trouve principalement des algues épi- et périphytiques, c'est-à-dire qui poussent sur des rochers ou, en tout cas, parfois, qui peuvent même se retrouver à l'air libre, ici, et également dans un environnement très froid, comme le montrent ces algues périarctiques, telles que Fragillaria pinnata et Navicula, par exemple, donc, qui nous renseignent tout à fait sur les conditions climatiques du Drias ancien. Ces données sont également confirmées par l'analyse palynologique qui est dominée par les formations à armoise, ici, formation végétale de type stépique, mais on trouve également des pollens de pin en quantité assez importante qui évoquent des peuplements micro-régionaux à régionaux. Les éléments qu'on peut mentionner aussi sont des taux d'argousier et notamment aussi de raisins de mer qui évoquent, ainsi que des forts apports détritiques dans la sédimentation lacustre qui mettent en évidence les dynamiques érosives au niveau de ce bassin versant. Enfin, un dernier point, ce sont la présence de pollen de cèdre ici, donc le cèdre ne pousse pas à 1200 mètres d'altitude sur le plateau du Béage, rassurez-vous, mais ce sont des pollens qui sont transportés, donc un apport éolien qui témoigne aussi de cette déposition éolienne de certaines des particules. Et ces informations sont d'ailleurs validées par les données diatomologiques au cours de la seconde partie du Drias ancien, où on a un développement d'algues tychoplanctoniques ici qui mettent en évidence un environnement lacustre relativement turbide et soumis à des cours. Par la suite, le bulling est rapidement identifiable avec un réchauffement notable et notamment une disparition sur les carottes, une disparition temporaire des algues périarctiques et une élévation du niveau d'eau aussi. Puis, au cours de la Loreude, on observe un retour des algues périarctiques, ici en particulier Fragillaria pinnata. Finalement, donc ces données sont également qui évoquent le réchauffement de cet environnement, sont aussi bien notées dans le diagramme pollinique, avec la présence et le développement de pollen de bouleaux et de sol autour de la zone humide. Par la suite, le Drias récent apparaît de façon très marquée, à la fois dans le diagramme diatomologique, avec le retour des algues périarctiques notamment, et puis des algues qui évoquent également des conditions un petit peu plus sèches, comme les algues épiphytiques et périphytiques, en particulier Gyrosigma, et qui font écho sur le diagramme pollinique avec un très fort pic de pollen non arboréen, ici, dont vous retrouvez l'écho sur ce diagramme. Alors c'est seulement à partir en fait, de la fin du Drias récent que l'on trouve des macrorestes végétaux en quantité, que je vais vous présenter ici. Donc ces macrorestes en particulier permettent de décrire un environnement lacustre minérotrophe, donc oligotrophe à mésotrophe, avec une ceinture de renoncules aquatiques à fleurs blanches, mais également un petit peu en profondeur, donc ce qui nous permet également de déduire des niveaux d'eau du lac, la présence d'isoètes des lacs et d'isoètes à pores épicés,
qui évoquent des profondeurs de 1 à 2 mètres. Le climat se réchauffe progressivement à partir de la seconde moitié du Pré-Boréal, à partir de 2100 KLBP environ, avec notamment la présence, une eutrophication progressive et le développement de plantains d'eau, notamment, ou de rubaniers. Donc vous avez ici une graine de plantain d'eau qui évoque des températures moyennes en juillet pouvant atteindre entre 10 et 13 degrés. C'est à la fin du Pré-Boréal et durant le Boréal que l'eutrophication se fait de plus en plus sentir de cette étendue lacustre qui se comble petit à petit. La surface de l'eau est envahie par des potamos et des algues vertes, tandis que des matelas de bryophytes, donc de mousse, gagnent progressivement le centre du lac depuis les côtés, participant à la dynamique d'entourbement de cette étendue lacustre. Avec la présence notamment d'arbrisseaux qui vont pouvoir pousser sur ces radeaux, sur ces tremblants de tourbes d'arbrisseaux tels que le boulonnin, aujourd'hui en disparition dans le Massif central, ou également d'autres bouleaux. Vous avez ici quelques illustrations. Finalement, c'est donc un modèle en 3 étapes que nous illustre le comblement de la tourbière de la Narse du Béage, avec tout d'abord un comblement au cours du Tardiglaciaire, un comblement relativement minéral, et finalement l'établissement d'une tourbière limnogène à partir de la fin du Pré-Boréal. Alors finalement, ce type de comblement, il peut être extrapolé à d'autres zones humides. D'une part du plateau du Béage, vous avez ici la zone humide de Pré du Bois, qui est actuellement un marais, mais que nous avons sondé aussi à la fin de mon travail de thèse, et où vous voyez également cette même biostratigraphie, avec un comblement lacustre au Drias récent, puis un entourbement progressif jusqu'au Boréal, où cette zone humide devient une tourbière boisée. Donc c'est un modèle, une description hydroécologique relativement précise qui pourrait être extrapolée, par exemple, et imaginée et servir de base à la discussion pour d'autres zones humides du Massif central ou d'autres dépressions qui se sont comblées à partir au Pré-Boréal et au début du Boréal, notamment. Alors, la dernière différence, c'est que la zone humide de la Narse du Béage, elle, par sa localisation au sud-est du Massif central, présente une phase d'assèchement à partir de l'Atlantique ancien, où elle devient une lande tourbeuse à éricacée, et en fait avec un pH très acide, entretenu par les sphaignes notamment, qui créent leur propre environnement acide et qui entraînent le recyclage de la silice. Donc on ne trouve plus de diatomées, par exemple, à partir de l'Atlantique récent, à cause de ce pH, de ces valeurs de pH. Toutefois, donc, la tourbe continue de s'accumuler à cette période, et c'est dans cet environnement de lande tourbeuse que seront enregistrés les différents impacts anthropiques survenant depuis l'Atlantique, que j'ai pu développer dans mon travail de thèse. Donc, pour conclure, cette approche paléoécologique développée dans ce travail a permis de reconstituer l'histoire de la zone humide de la Narse du Béage, et ce modèle hydroécologique peut être imaginé pour d'autres zones humides, on l'a vu notamment pour la zone humide de Pré-du-Bois, mais d'autres dans le Massif central. Et bien sûr, ces séquences, au-delà d'avoir ces informations sur ces changements climatiques intervenus au cours du Tardiglaciaire et au début de l'Holocène, ont également enregistré les données micro-régionales et régionales sur les impacts anthropiques. Mais pour en savoir plus, je vous renvoie vers mon travail de thèse et les différentes publications. Merci. Merci beaucoup. On a le temps pour une ou deux questions. J'en ai une petite. Vous avez une idée de la température moyenne de juillet, température actuelle? En juillet? Oui. Oui. On est aux alentours des 18-19 degrés, les mois les plus chauds, en moyenne. Ah oui, d'accord. Oui. D'accord. Parce qu'il y a évidemment, voilà, c'est un petit peu plus chaud. D'accord. Et deuxième petite, est-ce que pendant le Drias récent,
votre lac était totalement glacé ou pas, et est-ce que les diatomées le montrent, enfin montrent en tout cas la présence au moins d'une couverture de glace? Tout à fait. Les diatomées montrent la présence d'une couverture de glace. Alors, d'après Karen Serrier-Sol, hein, qui a étudié ces diatomées, en fait, il semble que la partie centrale du lac ne dégèle que très tardivement au cours de l'année. Et donc, les diatomées vont se développer dans la ceinture périphérique du lac, qui va dégeler en premier. Hein, mais voilà, pour répondre à votre question, en effet. Une autre question? C'est l'une des hypothèses qui est discutée par les géologues et les géomorphologues sur l'origine de cette zone humide. Vous le voyez ici, ce qu'on peut dire, là-dessus, c'est qu'a priori, donc, ce lac se forme à partir de 18 000 ans. Et actuellement, aujourd'hui, il y a un barrage de blocs, mais qui a été totalement modifié par l'homme à l'exutoire, parce qu'il y a des habitations qui sont venues s'installer au bord de cette zone humide au XIXe siècle. Mais il n'empêche que ces blocs sont présents sous la forme de rivières de pierre basaltiques qui se prolongent sous la zone humide. Donc l'hypothèse d'un glacier rocheux, c'est l'une des hypothèses qui est publiée. Alors il y a également l'hypothèse d'un Protalus rempart, donc avec des blocs qui auraient pu glisser progressivement parce qu'on a un espèce d'étagement en terrasse sur ce côté-là. Voilà les deux hypothèses principales qui, c'est pas encore résolu. Merci beaucoup pour cette présentation. On est obligé de passer